Depuis plus d'un siècle, une idée s'est imposée comme une frontière absolue. La vitesse de la lumière. Rien ne peut aller plus vite. Aucune information. Aucun objet. Aucune civilisation. Cette limite est devenue l'un des piliers de notre compréhension de l'univers. Une barrière invisible, mais infranchissable. Un mur gravé dans les lois mêmes de la réalité. À première vue, cette contrainte semble condamner l'humanité à l'isolement cosmique. Les étoiles sont trop loin. Les galaxies hors de portée. Même à la vitesse de la lumière, traverser notre propre galaxie demanderait 100 000 ans. Nous ne sommes pas prisonniers d'une cage matérielle. Nous sommes prisonniers de la distance. Et pourtant, la science progresse rarement en acceptant les limites telles qu'elles apparaissent. Elle interroge leur nature, leur portée réelle, leur formulation exacte, car une limite peut parfois être contournée, sans jamais être brisée. Depuis quelques décennies, les physiciens ont commencé à poser une question subtile, presque provocatrice. Et si la vitesse de la lumière n'était pas une barrière pour le voyage, mais seulement pour le mouvement à travers l'espace? Et si le véritable problème n'était pas la vitesse, mais la distance elle-même? Cette distinction change tout. Dans le cadre de la relativité, aucun objet ne peut traverser l'espace plus vite que la lumière. Mais la relativité ne dit pas que l'espace lui-même doit rester immobile. L'espace peut se dilater, se contracter, se courber. Il peut transporter des régions entières sans que rien, localement, ne dépasse la vitesse de la lumière. Cette idée, longtemps confinée aux équations, a commencé à quitter le domaine purement théorique. Des modèles mathématiques ont émergé. Des solutions exactes ont été étudiées. Et plus récemment, certaines hypothèses ont été réexaminées à la lumière de nouvelles données. Pas pour promettre un voyage interstellaire imminent, mais pour comprendre ce que la physique autorise réellement. Ce documentaire n'annonce pas une percée miracle. Il n'annonce pas la fin des lois connues. Il explore une zone grise de la science moderne. Un espace conceptuel où la relativité générale, la géométrie de l'espace-temps et les limites énergétiques se rencontrent. Nous allons examiner ce que les scientifiques entendent réellement lorsqu'ils parlent de voyage au-delà de la vitesse de la lumière, ce qui relève encore de la théorie, ce qui commence à être exploré expérimentalement, et ce qui reste, pour l'instant, hors de portée, car comprendre ces idées ne consiste pas à rêver d'étoiles lointaines. Il s'agit de comprendre la structure même de l'univers, et parfois, en changeant la manière dont nous posons une question, nous découvrons que la frontière n'était pas là où nous le pensions. Lorsque la vitesse de la lumière a été mesurée avec précision, elle n'a pas seulement impressionné par sa valeur extrême, elle a révélé quelque chose de plus profond, une structure. La lumière ne se comporte pas comme un objet ordinaire. Elle ne ralentit pas naturellement. Elle ne dépend pas de la vitesse de sa source. Elle conserve toujours la même valeur, quel que soit l'observateur. Cette constance a profondément troublé les physiciens, car dans la physique classique, les vitesses s'additionnent. Elles dépendent du mouvement relatif. La lumière, elle, refuse ce comportement. C'est cette étrangeté qui a conduit à une révolution conceptuelle. La relativité restreinte. Dans ce cadre, la vitesse de la lumière n'est pas simplement rapide. Elle est structurelle. Elle définit la relation entre l'espace et le temps. À mesure qu'un objet s'approche de cette vitesse, le temps ralentit, les distances se contractent, l'énergie nécessaire augmente de manière vertigineuse. Atteindre la vitesse de la lumière demanderait une énergie infinie, un mur mathématique, pas un obstacle technologique. Cette conclusion a longtemps semblé définitive. Elle a façonné notre vision du futur spatial. Les voyages interstellaires sont devenus synonymes de générations perdues, de missions sans retour, de distances irréconciliables avec la durée d'une vie humaine. La lumière est alors devenue le symbole d'une limite cosmique, une frontière gravée dans les équations, indifférente à nos ambitions. Mais cette interprétation repose sur une hypothèse implicite, que voyager signifie se déplacer à travers l'espace. Point après point, comme nous le faisons sur Terre, la relativité impose une limite à ce type de mouvement. Elle interdit d'accélérer un objet massif jusqu'à dépasser la lumière. Mais elle ne dit rien, ou presque, sur la manière dont l'espace lui-même peut évoluer. C'est là que la compréhension moderne commence à se nuancer. La vitesse de la lumière est une limite locale, une contrainte sur ce qui se passe dans une région donnée de l'espace-temps. Elle n'interdit pas à l'espace-temps de se déformer à grande échelle, de s'étirer, de se contracter. L'univers lui-même en est la preuve. Depuis le Big Bang,
l'espace se dilate. Certaines régions s'éloignent les unes des autres, à une vitesse effective supérieure à celle de la lumière. Et pourtant, aucune loi n'est violée. Rien ne traverse l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace qui change. Cette distinction est subtile, mais fondamentale. Pendant longtemps, elle est restée une curiosité cosmologique, utile pour décrire l'expansion de l'univers, mais sans application concrète au voyage. Puis certains physiciens ont commencé à poser une question simple. Et si cette même logique pouvait être utilisée autrement, non pas pour accélérer un vaisseau, mais pour modifier la géométrie autour de lui? À partir de là, la vitesse de la lumière cesse d'être une barrière psychologique. Elle redevient ce qu'elle a toujours été dans les équations, une règle locale. Comprendre cette nuance est essentiel, car elle ouvre la porte à des idées qui, sans jamais violer la relativité, explorent des chemins inattendus. Mais pour suivre ces chemins, il faut d'abord accepter une réalité dérangeante. Même à la vitesse maximale permise par la physique, l'univers reste presque infiniment vaste. C'est ce problème fondamental des distances cosmiques qui a poussé les scientifiques à chercher autre chose qu'une simple accélération. Et c'est là que notre exploration doit maintenant se diriger. Même si la vitesse de la lumière n'existait pas comme limite, le problème fondamental resterait intact. L'univers est immense. Les distances entre les étoiles ne sont pas seulement grandes, elles sont écrasantes à l'échelle humaine. Notre étoile la plus proche se trouve à plus de 4 années-lumière. Cela signifie que même un signal lumineux met plus de 4 ans à l'atteindre. Un aller simple, sans détour, sans ralentissement, à l'échelle de la galaxie. La situation devient encore plus radicale. Des dizaines de milliers d'années-lumière séparent les régions stellaires. Et au-delà, les galaxies elles-mêmes sont isolées par des millions d'années-lumière de vide. Ces distances ne sont pas des obstacles techniques ordinaires. Elles ne peuvent pas être résolues par une amélioration graduelle des moteurs. Même à des vitesses proches de celles de la lumière, les durées de voyage dépassent toute échelle humaine. Des générations entières seraient nécessaires. Des civilisations devraient se transformer pour supporter de tels délais. C'est là que la notion même de voyage commence à perdre son sens intuitif. Voyager n'est plus un déplacement. C'est un engagement à très long terme. Un projet qui dépasse la durée d'une vie, parfois même celle d'une culture. La science a donc été forcée de reconnaître une vérité inconfortable. Accélérer ne suffit pas. Le problème n'est pas d'aller plus vite. Le problème est de réduire la distance effective. Mais comment réduire une distance sans la parcourir? Cette question paraît absurde au premier abord. Et pourtant, elle est parfaitement légitime dans le cadre de la relativité générale, car la distance n'est pas une entité fixe. Elle dépend de la géométrie de l'espace-temps. Dans un espace courbé, les chemins ne sont pas ceux que notre intuition plane imagine. Deux points peuvent être rapprochés, non pas en se déplaçant plus vite, mais en modifiant la structure qui les sépare. C'est exactement ce que fait l'univers à grande échelle. L'expansion cosmique modifie les distances sans déplacer les objets localement. Cette observation a conduit certains physiciens à une idée radicale. Si l'espace peut s'étirer naturellement, peut-il être manipulé artificiellement, non pas pour violer les lois connues, mais pour les utiliser autrement? À partir de ce moment, le voyage interstellaire cesse d'être une question de propulsion. Il devient une question de géométrie. Réduire la distance perçue entre deux points, sans jamais dépasser la vitesse locale de la lumière. Ce changement de perspective est fondamental. Il transforme un problème insoluble en un problème théorique, un problème difficile, extrêmement difficile, mais conceptuellement différent. La science ne cherche plus à battre la lumière à la course. Elle cherche à redessiner le terrain. Mais pour comprendre comment cela pourrait être envisagé, il faut abandonner une autre intuition profondément ancrée, l'idée que l'espace est un simple décor passif. En réalité, l'espace est dynamique, il réagit à l'énergie, il se plie sous l'effet des masses. Il peut, en principe, être façonné. C'est cette propriété qui ouvre la porte à des concepts autrefois relégués à la science-fiction. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre précisément ce que la relativité autorise et ce qu'elle interdit réellement. Car la frontière entre le possible et l'impossible ne se situe pas là où l'imagination le croit, mais là où les équations le montrent. La relativité générale est souvent perçue comme une théorie restrictive, une série d'interdictions gravées dans le marbre des équations, une liste de non adressées à nos rêves de voyage cosmique. Mais cette vision est incomplète.
La relativité générale ne dit pas simplement ce qui est impossible. Elle décrit comment l'espace et le temps réagissent à l'énergie et à la masse. Elle ne prescrit pas un décor figé. Elle décrit une géométrie vivante. Ce que la théorie interdit clairement, c'est qu'un objet massif accélère localement jusqu'à dépasser la vitesse de la lumière. Cette limite est stricte. Elle est mathématique. Elle est non négociable. À mesure qu'un objet accélère, son énergie effective augmente. Son inertie croît. Le temps propre ralentit. Atteindre la vitesse de la lumière exigerait une énergie infinie. Et au-delà, les équations, c'est simplement d'avoir un sens physique. Mais cette interdiction est locale. Elle s'applique à ce qui se passe dans l'espace-temps, pas nécessairement à la structure globale de l'espace-temps lui-même. C'est ici que la relativité générale devient étonnamment permissive. La théorie autorise des géométries extrêmement exotiques, des espaces courbés de manière non intuitive, des régions où les distances effectives sont modifiées, sans que les objets qui s'y trouvent violent la limite locale de la lumière. Dans ces solutions, rien ne se déplace plus vite que la lumière dans son voisinage immédiat. Mais les points de l'espace peuvent être rapprochés ou éloignés par la déformation de la géométrie elle-même. Ce n'est pas une astuce mathématique, c'est une conséquence directe des équations d'Einstein. L'univers l'illustre déjà. À grande échelle, l'expansion cosmique sépare des régions entières, à une vitesse effective supérieure à celle de la lumière. Aucune particule ne voyage trop vite. C'est la métrique de l'espace qui évolue. La relativité générale ne l'interdit pas. Elle le prévoit. Cette distinction est essentielle. Elle montre que la limite de la lumière n'est pas une limite sur tout mouvement, mais sur un type très précis de mouvement. À partir de là, la question scientifique devient plus subtile. Peut-on concevoir une configuration de l'espace-temps où un vaisseau resterait localement immobile, tout en étant transporté globalement sur une grande distance? La relativité ne répond pas non à cette question. Elle répond: cela dépend de la géométrie. Certaines solutions théoriques montrent que des régions d'espace peuvent être contractées à l'avant et dilatées à l'arrière, créant une sorte de déplacement géométrique. Dans ces scénarios, le vaisseau n'accélère pas réellement. Il surfe sur une distorsion de l'espace. Rien ne viole la causalité locale. Rien ne dépasse la vitesse de la lumière à proximité du vaisseau. Mais la distance effective entre le point de départ et la destination peut être drastiquement réduite. C'est ici que la science cesse d'être intuitive. Et c'est aussi ici qu'elle devient rigoureuse. Car même si la relativité autorise ces géométries, elle impose des contraintes sévères. Certaines nécessitent des formes d'énergie très particulières. D'autres impliquent des densités extrêmes. Beaucoup restent mathématiquement cohérentes, mais physiquement hors de portée. La relativité générale n'est donc ni un mur, ni une promesse. Elle est un cadre qui interdit clairement certaines approches naïves, mais qui laisse subsister des zones d'exploration théorique. Comprendre cette nuance est fondamental, car elle sépare la science sérieuse de la pure spéculation. Ce que les physiciens explorent aujourd'hui ne consiste pas à aller plus vite que la lumière. Ils cherchent à comprendre jusqu'où la géométrie de l'espace-temps peut être modifiée sans contradiction interne. Et c'est précisément dans cette zone grise, entre l'interdit et l'autorisé, que sont certaines des idées les plus fascinantes de la physique moderne. Mais pour avancer plus loin, il faut maintenant introduire un concept clé, celui de la courbure artificielle de l'espace. C'est cette idée, longtemps considérée comme purement théorique, qui a donné naissance à l'un des modèles les plus discutés, dans le contexte du voyage interstellaire. À partir du moment où la relativité générale a été comprise comme une théorie de la géométrie, une idée radicale a commencé à émerger. Si l'espace peut se courber naturellement sous l'effet de la masse et de l'énergie, alors, en principe, il pourrait aussi être courbé intentionnellement, non pas pour propulser un objet à travers l'espace, mais pour modifier l'espace autour de lui. Dans ce cadre, le vaisseau ne se déplace pas réellement. Il reste localement immobile. Il n'accélère pas. Il ne subit pas les contraintes habituelles liées aux hautes vitesses. C'est l'espace qui fait le travail. L'idée centrale est simple à formuler, mais vertigineuse dans ses implications. Contracter l'espace devant le vaisseau et l'étendre derrière lui. Entre ces deux régions, une bulle de géométrie modifiée se déplace à travers l'univers. À l'intérieur de cette bulle, les lois locales de la physique restent intactes. Le temps s'écoule normalement. La vitesse de la lumière n'est jamais dépassée. Mais à l'extérieur,
La distance entre le point de départ et la destination est réduite par la courbure elle-même. Le voyage n'est pas rapide. Il est court. Cette approche change complètement la nature du problème. La question n'est plus « à quelle vitesse peut-on aller ?» mais « jusqu'où peut-on modifier la géométrie de l'espace-temps ?» Ces bulles de distorsion ne sont pas des objets matériels. Ce sont des configurations géométriques, des solutions spécifiques des équations d'Einstein. Elles ne violent aucune loi fondamentale connue, mais elles exigent des conditions extrêmes. Dans les premiers modèles théoriques, les quantités d'énergie nécessaires étaient astronomiques, bien au-delà de tout ce que l'humanité pourrait envisager. Pire encore, ces modèles semblaient nécessiter des formes d'énergie aux propriétés inhabituelles, des densités négatives, des états que nous n'observons pas naturellement à grande échelle. Ces exigences ont longtemps légué l'idée au rang de curiosité mathématique, une solution élégante, mais physiquement inaccessible. Et pourtant, la science ne s'arrête pas aux premières conclusions. Au fil des décennies, les physiciens ont réexaminé ces modèles. Ils ont cherché à les reformuler, à en réduire les coûts énergétiques, à comprendre quelles hypothèses pouvaient être assouplies. Certaines approches ont montré que les besoins en énergie pourraient être drastiquement réduits, en modifiant la forme et la dynamique de la bulle. D'autres ont exploré des configurations où les régions de densité négative seraient limitées, localisées, ou remplacées par des effets quantiques connus à petite échelle. Ces travaux ne signifient pas que les bulles de distorsion sont réalisables aujourd'hui. Ils signifient que l'idée n'est plus rejetée d'emblée comme incohérente. La différence est subtile, mais cruciale. La science ne dit pas « cela va fonctionner ». Elle dit « cela ne viole pas ce que nous savons ». Et dans le domaine de la physique fondamentale, c'est déjà beaucoup. Comprendre les bulles de distorsion ne consiste pas à rêver de vaisseaux futuristes. Il s'agit de tester les limites de nos théories, de voir jusqu'où la relativité générale peut être poussée, sans contradiction. Ces recherches ont également une valeur indirecte. Elles éclairent la nature de l'espace-temps lui-même, sa réponse à l'énergie, sa flexibilité réelle. Même si aucun vaisseau ne traverse jamais une galaxie de cette manière, le simple fait que ces solutions existent nous en dit long sur la structure profonde de l'univers. Mais une question essentielle demeure. Même si ces bulles sont théoriquement autorisées, qu'est-ce qui les empêche réellement de devenir réalité? La réponse ne se trouve pas uniquement dans la géométrie. Elle se trouve dans l'énergie. C'est vers cette contrainte fondamentale que notre exploration doit maintenant se tourner. Si les bulles de distorsion ont longtemps été considérées comme irréalisables, ce n'est pas à cause de la géométrie, c'est à cause de l'énergie. Les premières formulations théoriques montraient un obstacle écrasant. Les quantités d'énergie nécessaires dépassaient tout ce qui est concevable, parfois comparable à la masse énergie de planètes entières, parfois même à celle d'étoiles. À cette échelle, le problème ne relevait plus de l'ingénierie future, il relevait de l'absurde physique. De plus, ces modèles semblaient exiger une forme particulière d'énergie, une énergie dite exotique, capable de produire des densités négatives, quelque chose que nous n'observons pas naturellement à grande échelle dans l'univers. Ces deux contraintes réunies ont longtemps clos le débat. Oui, les équations l'autorisent, mais l'univers, lui, ne fournit pas les ingrédients. Cependant, la science ne traite pas les premières estimations comme des verdicts définitifs. Elles sont des points de départ. Au fil du temps, des physiciens ont revisité ces calculs avec un regard différent. Ils ont modifié les hypothèses, affiné les modèles, exploré des géométries alternatives, et quelque chose d'intéressant est apparu. Les besoins énergétiques dépendent fortement de la forme exacte de la distorsion. Changer la configuration spatiale peut réduire drastiquement l'énergie requise. Certains modèles montrent que, en abandonnant l'idée d'une bulle parfaitement symétrique, il est possible de diminuer les contraintes de plusieurs ordres de grandeur. D'autres travaux ont examiné le rôle des effets quantiques. À très petite échelle, la physique quantique autorise des fluctuations d'énergie négative. Elles sont faibles, brèves, localisées, mais leur existence est réelle et mesurable. La question devient alors plus nuancée. Peut-on amplifier, stabiliser ou exploiter ces effets, sans violer les principes fondamentaux? Pour l'instant, la réponse est prudente. Rien ne permet de le faire aujourd'hui. Mais rien ne prouve que cela soit interdit de manière absolue. C'est une différence cruciale. La science moderne ne dit pas que le problème est résolu. Elle dit que certaines barrières,
longtemps considérés comme infranchissables, ne sont peut-être pas aussi rigides qu'on le pensait. Cette réévaluation n'a rien de sensationnel. Elle ne promet pas de percée imminente. Elle témoigne simplement d'une meilleure compréhension des équations. Et cette compréhension a une valeur intrinsèque, car même si ces concepts ne mènent jamais à un moyen de transport réel, ils forcent la physique à se tester elle-même, à vérifier la cohérence de ses fondations, à explorer ses marges. L'énergie reste la contrainte dominante, une contrainte sévère, peut-être insurmontable, mais en science, ce qui est réellement interdit doit être démontré comme tel. Tant qu'une idée respecte les lois connues, elle reste dans le champ de l'exploration théorique. Et c'est précisément dans cet espace, entre le possible mathématique et l'impossible pratique, que se construit la physique fondamentale. Mais une autre question se pose maintenant. Même si l'énergie devenait disponible, même si la géométrie pouvait être contrôlée, qu'en est-il de la causalité, du temps et des paradoxes? Car voyager au-delà des distances habituelles ne concerne pas seulement l'espace, cela concerne aussi le temps. Dès que l'on évoque des voyages qui réduisent drastiquement les distances cosmiques, une inquiétude surgit presque immédiatement. Le temps, dans notre intuition, aller plus vite que la lumière est souvent associé à l'idée de remonter le temps, de créer des paradoxes, de briser la causalité. La physique prend ces questions très au sérieux, car la causalité n'est pas une commodité philosophique. C'est une structure fondamentale de la réalité. La relativité relie intimement l'espace et le temps. Modifier l'un affecte nécessairement l'autre. Et certaines configurations géométriques extrêmes peuvent, en théorie, permettre des boucles temporelles. Ces scénarios sont profondément problématiques. Ils ouvrent la porte à des paradoxes logiques, des effets précédant leur cause, des informations apparaissant sans origine claire. La majorité des physiciens considèrent ces situations non pas comme des possibilités exploitables, mais comme des signaux d'alerte, des indications que le modèle utilisé a dépassé son domaine de validité physique. C'est pourquoi toute recherche sérieuse sur la manipulation de l'espace-temps intègre des contraintes supplémentaires, non seulement énergétiques, mais aussi causales. Les modèles acceptables doivent préserver l'ordre temporel local. Ils doivent empêcher toute forme de boucle causale. Ils doivent garantir que les événements conservent une structure cohérente. Certaines configurations de bulles de distorsion, bien qu'autorisées mathématiquement, sont rejetées précisément pour cette raison. Elles menacent la causalité. D'autres, en revanche, semblent éviter ces pièges. Elles autorisent un déplacement géométrique, sans créer de chemin fermé dans le temps. Ces distinctions sont subtiles. Elles exigent une analyse rigoureuse. Et elles expliquent pourquoi la physique avance lentement sur ces sujets. La prudence n'est pas un frein, c'est une nécessité, car toute théorie qui permettrait de violer la causalité s'apprête la base même de la science expérimentale. La possibilité de tester, de vérifier, de répéter. Ainsi, même lorsque des solutions mathématiques séduisantes apparaissent, elles sont soumises à un examen sévère. La question n'est pas seulement « est-ce que cela fonctionne sur le papier ?» La question est « est-ce que cela peut exister sans détruire la cohérence de la réalité ?» Pour l'instant, aucune proposition de voyage géométrique n'a franchi toutes ces barrières conceptuelles. Et c'est précisément pour cette raison que la science reste mesurée dans ses annonces. Il ne s'agit pas de réécrire la physique. Il s'agit de la comprendre plus profondément. Mais cette prudence ne signifie pas immobilisme. Elle signifie que les chercheurs distinguent clairement ce qui est hypothétique, ce qui est exploratoire et ce qui est confirmé. Pour comprendre où nous en sommes réellement aujourd'hui, il faut maintenant séparer ce qui relève encore de la théorie pure, de ce qui commence à être testé, observé ou mesuré. Dans l'imaginaire collectif, les frontières de la science semblent souvent nettes. Quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, mais en réalité, la plupart des idées importantes existent longtemps dans une zone intermédiaire, ni confirmée, ni réfutée. Le voyage au-delà de la vitesse de la lumière appartient clairement à cette zone. Les concepts de distorsion de l'espace-temps, de bulles géométriques ou de manipulation métrique sont, pour l'essentiel, encore théoriques. Ils vivent dans les équations, dans les simulations, dans les modèles mathématiques soigneusement construits. Aucun laboratoire n'a créé de bulles de distorsion macroscopique. Aucun dispositif n'a transporté un objet sur une distance cosmique par courbure de l'espace. Et la science ne prétend pas le contraire.
Mais réduire ces recherches à de simples spéculations serait une erreur. Car ce qui a changé ces dernières années, ce n'est pas la promesse d'un voyage imminent, c'est la nature des questions posées. Les chercheurs ne demandent plus comment construire un moteur plus rapide que la lumière. Ils demandent quelles configurations de l'espace-temps sont physiquement cohérentes, quelles contraintes énergétiques sont réellement fondamentales, quelles hypothèses étaient trop simplistes dans les premiers modèles. Ces questions ont des retombées mesurables. Des expériences de précision testent aujourd'hui la structure fine du vide quantique, la manière dont l'espace réagit à l'énergie à très petite échelle, les limites exactes de certaines inégalités physiques. Des observations astrophysiques, comme celles des ondes gravitationnelles, permettent de vérifier des prédictions de la relativité générale. Dans des régimes extrêmes, chaque détection, chaque mesure, renforce ou contraint les modèles existants, même si ces expériences ne visent pas directement le voyage interstellaire. Elles testent les fondations mêmes sur lesquelles ces idées reposent. C'est ainsi que progresse la science, pas par annonce spectaculaire, mais par accumulation patiente de contraintes. Beaucoup d'idées séduisantes échouent à ce test. Elles s'effondrent lorsqu'elles rencontrent les données. D'autres survivent. Elles ne deviennent pas des technologies, mais elles enrichissent notre compréhension de l'espace, du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, la position scientifique est claire. Aucune preuve expérimentale ne montre que le voyage géométrique à grande échelle soit réalisable, mais aucune loi connue ne l'interdit de manière absolue. Cette nuance est essentielle. Elle ne promet rien. Elle n'excite pas artificiellement l'espoir. Elle maintient la porte entrouverte sans jamais prétendre qu'elle s'ouvrira. Et c'est précisément cette honnêteté qui distingue la science de la fiction. La recherche actuelle n'essaie pas de construire des vaisseaux. Elle essaie de comprendre la structure ultime de la réalité. Et parfois, en cherchant à comprendre ce qui est possible, nous découvrons surtout pourquoi certaines choses ne le sont pas. Cette connaissance a une valeur en soi. Mais pour clore ce voyage intellectuel, il reste une dernière étape. Non pas une promesse sur l'avenir, mais une réflexion sur ce que ces recherches disent réellement de notre relation à l'univers. À la fin de cette exploration, une chose devient claire. La question du voyage au-delà de la vitesse de la lumière n'est pas une question de moteur. Ce n'est pas une question de technologie imminente. Et ce n'est certainement pas une promesse. C'est une question de compréhension. Depuis toujours, l'humanité a cherché à repousser les frontières. D'abord celle de la Terre, puis celle du système solaire, puis celle de la galaxie, et maintenant, celle de la structure même de l'espace et du temps. Mais chaque frontière franchie nous a appris une leçon inattendue. Le véritable obstacle n'était jamais là où nous l'imaginions. Nous pensions que le problème était la distance. Puis nous avons compris que c'était la durée. Nous pensions que le problème était la vitesse. Puis nous avons compris que c'était la géométrie. Aujourd'hui, la science ne promet pas un futur où nous traverserons les galaxies comme des océans. Elle propose quelque chose de plus sobre, mais de plus profond. Une remise en question de notre manière de penser le déplacement, la limite et le possible. Lorsque les physiciens étudient la courbure de l'espace-temps, ils ne cherchent pas à fuir la réalité. Ils cherchent à comprendre ce qu'elle autorise réellement. Ils ne demandent pas comment aller plus vite. Ils demandent qu'est-ce que le mouvement signifie dans un univers où l'espace lui-même peut évoluer. Cette question change tout. Elle nous oblige à abandonner une vision simpliste du futur. Un futur fait de raccourcis faciles et de percées soudaines. Elle nous invite à adopter une vision plus mature, plus lente, plus exigeante. Dans cette vision, le progrès n'est pas linéaire. Il est conceptuel. Chaque avancée majeure de la physique a commencé ainsi, par une incompréhension, par une contradiction apparente, par une question mal posée. La relativité n'est pas née du désir d'aller plus vite. Elle est née du besoin de comprendre pourquoi la lumière se comportait étrangement. La mécanique quantique n'est pas née du désir de contrôler la matière. Elle est née du constat que la réalité ne suivait pas nos intuitions. De la même manière, les recherches sur la manipulation de l'espace-temps ne sont pas motivées par un rêve d'évasion. Elles sont motivées par une exigence de cohérence. Comprendre ce qui est possible, c'est aussi comprendre pourquoi certaines choses ne le seront jamais. Et cette compréhension a une valeur immense, car elle nous libère d'un mythe dangereux, celui selon lequel toute limite est destinée à être brisée. Certaines limites ne sont pas des murs à détruire. Elles sont des structures à comprendre. La vitesse de la lumière n'est pas une prison. Elle est un principe d'organisation.
La causalité n'est pas une contrainte arbitraire. Elle est la condition même de la réalité intelligible. Lorsque la science explore des concepts comme les bulles de distorsion, elle ne cherche pas à contourner ces principes. Elle cherche à voir jusqu'où ils peuvent être étendus sans se contredire. Et jusqu'à présent, la réponse est claire. La nature tolère certaines audaces mathématiques, mais elle impose une rigueur absolue. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel sur notre avenir. Le futur de l'humanité ne dépendra pas d'un raccourci cosmique. Il dépendra de notre capacité à penser à long terme, à accepter des limites sans renoncer à la curiosité, à explorer sans promettre. Dans un univers aussi vaste, la patience est une forme de sagesse. Peut-être que nous ne voyagerons jamais physiquement vers les étoiles lointaines. Peut-être que ces distances resteront hors de portée de toute civilisation. Mais cela ne signifie pas que nous sommes immobiles. Comprendre l'univers est une forme de voyage. Chaque équation est un pas. Chaque observation est une traversée. Chaque limite comprise est un territoire exploré. La science ne nous offre pas toujours des destinations. Elle nous offre des perspectives. Et parfois, changer de perspective est plus transformateur que changer de lieu. Les recherches sur la vitesse de la lumière, sur la géométrie de l'espace-temps, sur les limites énergétiques et causales, nous rappellent que l'univers n'est pas hostile à la compréhension. Il est exigeant. Il demande de la rigueur, de l'humilité et du temps. Si un jour l'humanité devait manipuler l'espace lui-même, ce ne serait pas une victoire contre la nature. Ce serait une conséquence d'une compréhension profonde de ses règles. Mais même si ce jour n'arrive jamais, le simple fait de poser ces questions nous transforme déjà, car un esprit capable de questionner la structure de l'espace-temps est un esprit qui refuse la superficialité, qui refuse les réponses faciles, qui accepte l'incertitude comme moteur. Et dans un univers aussi vaste et silencieux, cette attitude est peut-être ce qui nous définit le mieux. Nous ne sommes pas une espèce qui voyage loin. Nous sommes une espèce qui cherche à comprendre. Et tant que cette recherche continue, le futur reste ouvert, non pas comme une promesse, mais comme un champ de possibilités à explorer avec prudence et lucidité. Si ce voyage scientifique et contemplatif vous a aidé à voir la science autrement, si vous appréciez une approche qui respecte les limites tout en explorant leurs contours, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne cherchons pas à accélérer vers l'avenir. Nous cherchons à le comprendre, pas à pas, équation après équation. Dans le silence immense de l'univers, l'exploration continue.